Bienvenue à nouveau dans Detective's Diary, où chaque murmure dans le brouillard cache une vérité plus profonde. L'affaire de ce soir se déroule avec une élégance effrayante. La disparition soudaine de Lady Whitcomb, une femme dont le comportement raffiné cachait une vie pleine de contradictions curieuses. Alors que Holmes et Watson s'aventurent là dans un labyrinthe de pas silencieux, de lettres disparues et d'un domaine plein de secrets, nous vous demandons d'écouter attentivement, car la vérité, comme toujours, se cache dans les plus petits gestes. Avant que le mystère ne s'épaississe, respirez profondément. Le jeu a déjà commencé. C'était l'un de ces matins tranquilles à Baker Street, où le rythme de notre petit monde semblait suspendu dans le sifflement constant du feu. Holmes était assis en face de moi, les longs doigts croisés sous le menton, tandis qu'un mince filet de fumée s'échappant de sa pipe traçait la même spirale lente vers le haut, disparaissant dans l'ombre. Le seul bruit, jusqu'à ce que tout change, était le faible tic-tac de l'horloge sur la cheminée. « Watson, dit Holmes sans se retourner, combien de temps pensez-vous qu'il s'est écoulé depuis notre dernière aventure digne de ce nom ? Je souris à cette question. 3 semaines, selon votre calendrier de l'inquiétude. Alors l'univers, murmura-t-il, est destiné à se corriger. Un léger cliquetis métallique l'interrompit. Un télégramme, glissé dans la fente de l'enveloppe, tomba sur le tapis. Son atterrissage, doux mais distinct, devint, pour ainsi dire, la première mesure d'une symphonie. Holmes se leva immédiatement, traversa la pièce avec cette grâce particulière qui cachait son impatience et déchira l'enveloppe. Son front bougea légèrement. « Lady Whitcomb », lut-il à haute voix, disparue depuis hier matin de son domaine près de Chichester. Son mari implore une aide immédiate. Le policier local soupçonne une fuite volontaire. Le feu crépita bruyamment. Holmes leva les yeux. « Watson, comment interprétez-vous cela ?» Je répondis. « Peut-être une dispute domestique, ou la crainte d'un scandale. »« Trop simple, dit-il. Le nom Whitcomb me rappelle vaguement quelque chose. »« Ah, oui. La famille autrefois associée au Whitcomb Trust, l'affaire de ces titres de bienfaisance contestés. Il y a des hommes qui préfèrent qu'une femme fortunée disparaisse, plutôt qu'elle ne parle. » Ses yeux brillèrent, le motif sonore reprit, le tic-tac de l'horloge, désormais plus insistant, marquait les secondes comme s'il comptait déjà l'absence de quelqu'un. « Préparez-vous pour le voyage, dit-il. La côte sud nous attend. » À midi, nous étions à bord du train depuis Victoria, son rythme constant se fondant avec ce tic-tac intérieur que je ne parvenais pas à chasser. Holmes était adossé à son siège, silencieux, le regard vague tourné vers le paysage qui défilait derrière la fenêtre. De temps en temps, il parlait brusquement, comme un homme qui poursuit une conversation intérieure. Le télégramme n'a pas été envoyé par Sir Alaric lui-même. Regardez la formulation. Implore de l'aide, et non, j'implore. Probablement dicté par un serviteur, ce qui suggère une panique pas assez personnelle. Je ne dis rien. Son ton était plus méditatif que déductif. Il reprit. La disparition de Lady Whitcomb pourrait cacher un autre événement complètement différent. Souvenez-vous du Whitcomb Trust. Il y a 5 ans, des accusations de mauvaise gestion, discrètement classées sans suite. Le même avocat, Jarvis Halpern, gère toujours leur patrimoine. Je parierais que notre premier indice ne réside pas dans le romantisme, mais dans l'arithmétique. Les roues du train lui répondirent en rythme. Clic, clic, vérité, clic, clic. À la gare de Chichester, une voiture vert foncé, ornée d'un blason terni par le temps, nous attendait. Un domestique tendit à Holmes une lettre scellée à la hâte avec de la cire rouge. Il la lut sur le quai tandis que j'observais les mains tremblantes de l'homme. « De Sir Alaric en personne, » dit Holmes à voix basse. « Il demande la discrétion. Il craint, ou plutôt sait, que sa femme n'est pas partie de son plein gré. » Le vent apportait le faible son d'une cloche d'église au loin. Notre motif s'était transformé, désormais métallique, faisant écho à la tension entre vérité et dissimulation. Whitcomb Hall se trouvait à 1 kilomètre de la ville, une maison sombre nichée parmi de grands ifs. Ses fenêtres étaient fermées à la lumière de l'après-midi. Sir Alaric nous accueillit dans le salon, un homme dont la courtoisie luttait contre la terreur. « Elle était dans sa chambre ce matin, commença-t-il. À 9 heures, elle a sonné pour le thé. À 10 heures, elle avait disparu. Pas de voiture, pas de message. Son coffret à bijoux était intact. » Holmes traversa le tapis, les yeux passant de la porte à la cheminée. Il s'arrêta devant la cheminée, où gisait, face contre terre, une petite miniature encadrée. Il la souleva délicatement. « Un portrait de Lady Whitcomb ?»
Sir Alaric acquiesça. Prise il y a 3 ans. Holmes l'étudia longuement, puis la tourna vers la lumière. Le verre était fissuré, nettement, en diagonale. Il ne dit rien, se contentant de la remettre exactement comme il l'avait trouvée. « A-t-on vu des inconnus près du domaine » demanda-t-il. « Personne, » répondit Sir Alaric. « Bien que le jardinier ait parlé d'un homme près du portail sud il y a 2 nuits, un voyageur selon lui. » L'expression de Holmes ne changea pas. « Décrivez-moi cet homme. » Grand, avec un manteau de coupe étrangère. Il portait... Qu'est-ce que c'était ? Ah, un étui à violon. Le mot « violon » sembla toucher une corde invisible dans l'attitude de Holmes. « Intéressant. »« Oh » murmura-t-il. « La musique, Watson. C'est la musique qui brisera ce silence. » À la tombée de la nuit, nous fûmes conduits dans un petit salon donnant sur les pelouses. Holmes resta immobile près de la fenêtre. Une femme disparue, un portrait fissuré et un inconnu avec un étui à violon, murmurai-je. Vous trouvez des liens là où il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore pour vous, me corrigea-t-il gentiment. Mais écoutez. Au loin, à travers le jardin, un son faible se fit entendre. Une seule note prolongée, tremblante, incertaine, comme un archer qui teste une corde. Elle resta suspendue pendant un battement de cœur, puis cessa. Holmes se détourna de la fenêtre. Son visage était illuminé. « Le motif continue, dit-il, et le jeu commence. » Holmes se déplaça si rapidement que le rideau trembla légèrement à son passage. Il était déjà sur la terrasse avant que j'aie eu le temps de le suivre, la tête légèrement tournée pour capter le dernier frémissement de cette seule note de violon. L'air du soir ne transportait rien d'autre que le soupir des branches d'ifs et le battement sourd de l'horloge à l'intérieur de la maison. « Quelqu'un joue, » murmurai-je en le rejoignant. « Non, dit-il. Quelqu'un essaie une corde, pas une mélodie. Il y a de l'anxiété dans ce son, pas de l'art. » Ils descendirent les marches menant au jardin. Le gravier crissait sous leurs pieds à un rythme délibéré qui faisait écho au battement de ce musicien invisible. Au fond, un portail en fer forgé était entr'ouvert. Holmes s'arrêta, s'agenouilla et passa son doigt sur le pivot. « Récemment huilé, » murmura-t-il. « Trop récemment pour une propriété aussi négligée. » La cloche de l'étable sonna faiblement. Une autre note dans le motif, plus grave, plus lente. Holmes leva la tête. « Watson, écoutez. La distance entre cette note et celle de l'horloge du hall est précisément de 3 secondes. L'homme qui a huilé ce portail aurait entendu les deux. Il a choisi un point à égale distance entre les deux. Un musicien, sans aucun doute, ou quelqu'un qui a l'oreille d'un musicien. Je jetai un coup d'œil à travers la grille. De l'autre côté, un étroit sentier menait à un bosquet. L'herbe était aplatie là où des pas étaient passés à plusieurs reprises. Vous pensez qu'il a attendu ici? Peut-être elle, peut-être le silence. Holmes se redressa, suivant du regard la courbe du sentier qui disparaissait. Mais il nous a laissé une trace plus claire que vous ne l'imaginez. Il se baissa à nouveau et retira du sol un petit cylindre en laiton. Il le regarda à la loupe. Un silencieux provenant d'un chevalet de violon. Cher, de fabrication étrangère. Notre inconnu emporte avec lui plus qu'un instrument. Il emporte avec lui la précision. La voix de Sir Alaric retentit derrière nous, tendue et creuse. « Monsieur Holmes, avez-vous trouvé quelque chose ?» Holmes cacha l'objet dans la paume de sa main. Une possibilité, Sir Alaric. Rien de plus, pour l'instant. Le baronnet hésita en s'approchant. Sa femme de chambre jure n'avoir entendu ni musique ni visiteur, seulement le son de l'horloge du salon qui s'est arrêtée à 9h30. Elle l'avait remontée elle-même moins d'1 heure auparavant. Les yeux de Holmes s'animèrent. Une horloge qui s'arrête alors que tout le reste continue de fonctionner. Très curieux. Il se retourna vers la maison, nous faisant signe de revenir. « Watson, le motif persiste. Le silence là où il devrait y avoir du bruit. Souvenez-vous-en. » À l'intérieur, l'horloge du salon était posée sur la cheminée. Ses aiguilles étaient effectivement arrêtées à 9h30. Holmes ouvrit le verre et inspecta le mécanisme. « Il n'y a aucun dommage, » dit-il à voix basse. « Juste une interférence. Un éclat de métal inséré entre les engrenages. Ah, un morceau du même alliage que le silencieux. Regardez la résine claire. » Je m'approchai. L'odeur âcre de la résine de pin se mêlait à quelque chose de plus fort, peut-être de la térébenthine. « Un mélange d'artiste, suggérai-je. »« Ou un déguisement de chimiste, dit-il. Celui qui a trafiqué cette montre voulait marquer un moment dans le temps, 9h30, sans laisser de traces visibles. Lorsque la dame a disparu, le temps lui-même s'est arrêté. » Sir Alaric agrippa le dossier de sa chaise. « Elle a donc été enlevée à ce moment précis. »« Pas nécessairement, » répondit Holmes.
Cet acte pourrait signifier une communication plutôt qu'un enlèvement, un signal pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui écoutait le silence plutôt que les sons. Les mots restèrent suspendus dans l'air tandis que l'horloge sur la cheminée recommençait à tic-tac, grâce à la correction de Holmes, chaque battement plus fort qu'auparavant, comme un cœur qui reprend vie. Plus tard, alors que nous dînions dans le salon, Holmes interrogea Sir Alaric sans ménagement. « Votre femme jouait-elle d'un instrument ?»« Du piano, assez bien, » répondit le baronnet. « Elle n'aimait pas se produire en public, elle préférait écouter. » « De qui ?» Il hésita. « D'un certain gentleman que nous connaissions, M. Bellini, un violoniste italien qui a séjourné dans le domaine il y a quelques années. Il lui a donné des cours pendant une courte période. Je crois qu'elle a continué à lui écrire, mais uniquement pour des questions purement artistiques. » Holmes plissa les yeux. « Vous étiez d'accord ?» Le silence de Sir Alaric était éloquent. Holmes se frappa une fois sur la table, d'un coup sec et décidé. « Le connaissiez-vous récemment ?»« Non. Il a disparu de la société londonienne après une maladie. S'il est vivant, il est à l'étranger. »« Pas à l'étranger, » dit Holmes, « simplement pas médiatisé. » Je vis un éclair de satisfaction traverser son visage. La confirmation subtile d'une intuition devenue réalité. Lorsque Sir Alaric se retira, Holmes resta à la fenêtre, sa pipe éteinte, regardant l'obscurité au-delà des ifs. « La violoniste est revenue, » dit-il calmement. « Peut-être convoquée, peut-être indésirable. Le verre fissuré de son portrait, l'horloge arrêtée, le billet dans le jardin, ce sont les passages d'une seule et même composition. Lady Whitcomb faisait partie de cette partition. Pensez-vous qu'elle soit partie avec lui ? » Il secoua la tête. « Je pense qu'elle avait l'intention de le faire. Mais l'intention et l'exécution coïncident rarement. Quelque part entre le coup de 9 heures et le silence qui suivit, l'harmonie s'est rompue. Les mots restèrent suspendus dans l'air tandis qu'une rafale de vent effleurait les volets, produisant une vibration grave et plaintive. Elle se fondait de manière inquiétante avec le tic-tac de l'horloge derrière nous. Holmes se leva. « Voilà, Watson, vous entendez. Le vent répète son absence. Demain, avant l'aube, nous irons voir le jardinier. Ses yeux ont vu plus que sa langue n'a avoué. » Il éteignit la lampe. Le dernier son fut celui du pendule de l'horloge qui scandait l'obscurité, constant, patient, infini, jusqu'à ce qu'un battement semble vaciller, comme s'il hésitait à continuer. Holmes ouvrit les yeux avant les premières lueurs de l'aube, sa silhouette immobile près de la fenêtre, le faible tic-tac de sa montre synchronisé avec le pendule en dessous. Il n'attendait pas la lumière du jour, mais la précision. Lorsque l'horloge du hall sonna 5 heures, il se leva. « Watson, » dit-il à voix basse, « notre jardinier commence son travail à 5h30. Allons le saluer avant que l'habitude n'efface son souvenir. » Les planches craquaient sous nos pieds, tandis que nous traversions la maison endormie. Dehors, l'air était froid, les pelouses argentées par la rosée qui étouffaient nos pas. Le seul bruit était le bruissement rythmique d'un balai lointain, suivi du crissement du métal sur le gravier. « Le voilà », murmura Holmes en désignant une silhouette penchée près du chemin, près de la porte sud. Remarquez ses mains, sales de terre, mais les ongles coupés courts, une vanité inhabituelle pour un ouvrier. Nous nous approchâmes. L'homme se redressa et ôta sa casquette. « Bonjour, messieurs. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie si tôt. » Son accent avait le ton rude du dialecte de la campagne du Sussex, mais ses yeux brillaient d'intelligence. Holmes inclina la tête. « Vous êtes monsieur Pritchard ?»« Tout à fait, monsieur. Je suis jardinier ici depuis 20 ans. Vous êtes donc la dernière personne à avoir vu Lady Whitcomb à l'intérieur de cette propriété, » dit Holmes. L'homme hésita. « Je ne peux pas en être certain, monsieur. Ce matin-là, je taillais les ifs, comme d'habitude. Sa seigneurie est passée vers 9 heures, en direction de l'étang. Je lui ai fait un signe de tête et elle m'a souri. Rien d'inhabituel. Et ensuite, la voix de Holmes était aimable mais directe. Pritchard s'essuya les mains sur son manteau. Peu après, j'ai entendu de la musique, un violon, un son délicat. J'ai pensé que cela venait de la radio de la maison, mais puis cela s'est arrêté brusquement. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que, vers le coucher du soleil, j'aperçoive quelqu'un près du portail. Un homme avec une mallette. Il semblait perdu. Holmes s'approcha. Décrivez-le. Grand, manteau sombre, d'apparence étrangère, des yeux comme s'il avait vu plus qu'il n'aurait dû. Il m'a demandé si c'était Whitcomb Hall. Je lui ai répondu que oui, et il s'est engagé dans l'allée. Il ne semblait pas pressé. Holmes se baissa pour examiner les traces laissées par le râteau au pied du jardinier. Vous n'en avez pas parlé au policier. Non, monsieur. Je pensais que ce n'était pas mon rôle. Je ne voulais pas d'ennui.
Vous n'aimez pas les ennuis ?» L'homme serra les mâchoires. « Qui aime ça ?» Le ton de Holmes s'adoucit. « Pourtant, les ennuis ont tendance à se multiplier quand on sème le silence. Une autre question, avez-vous remarqué une odeur particulière? Térébenthine, résine, huile. Lorsque vous êtes passé par le portail ?» Pritchard fronça les sourcils. « Maintenant que vous le dites, oui, semblable à la peinture que j'utilise sur les bancs, mais plus forte, plus piquante. » Holmes se redressa. « Merci. C'est tout pour l'instant. Continuez à suivre votre routine. Nous pourrions avoir besoin de vous consulter à nouveau. » Alors que nous retournions vers la maison, les premiers rayons du soleil traversèrent la pelouse, frappant les gouttes de rosée qui brillaient comme des pyrolies réfléchissant la lumière. Holmes murmura. L'omission du jardinier était délibérée. Son hésitation sur le « air » étranger trahissait sa connaissance, et non son ignorance. Pensez-vous qu'il ait reconnu l'homme? Sans aucun doute, et il craint les conséquences d'une reconnaissance. Dans la salle à se manger, Holmes examina une carte pliée sur la table. « Regardez ici, Watson. La route au sud ne mène pas à Chichester, mais à un petit village. Fenton Lee, connu pour ses magasins d'instruments de musique. Un violoniste qui disparaîtrait là-bas se fondrait parmi ses semblables. Vous voulez y aller? Tout de suite, mais d'abord, une question de chimie. » Il retira le petit sourdine en laiton et le posa à côté de la tasse de café. La résine que nous avons remarquée contient un mélange de graines de lin utilisé pour préserver le bois de l'humidité. Pourtant, dans la salle à manger de Lady Whitcomb, il n'y a pas d'instrument de musique, seulement du papier et de l'encre. Le parfum que nous avons trouvé à la porte était le sien, pas le sien. Je levai brusquement les yeux. Le sien? Elle a donc manipulé le sourdine du violon? Ou elle l'a emporté avec elle? Répondit Holmes. Peut-être comme gage ou comme signe. C'est elle, et non l'inconnu, qui a laissé la trace de résine. Elle s'est donc rendue volontairement à cette grille. Cette conclusion me frappa avec une force silencieuse. Elle voulait donc s'enfuir? Le regard de Holmes se durcit. Si cela avait été le cas, l'horloge ne se serait pas arrêtée à 9h30. Non, Watson, quelqu'un a marqué cet instant parce qu'il témoignait d'une trahison ou d'une découverte. Laquelle des deux, cela reste à voir. Le tic-tac rythmique de l'horloge à pendule reprit, incroyablement fort dans le silence. Nous arrivâmes à Fenton Lee avant midi. Une petite route serpentait entre de basses maisons, d'où provenait le faible et mélancolique bourdonnement des cordes que l'on accordait. L'expression de Holmes s'intensifia. Vous remarquez? Le motif continue. Chaque vibration est un fragment de vérité. Un atelier portait l'enseigne J. Rossi, fabricant et réparateur de violons. À l'intérieur, un homme aux cheveux gris leva les yeux de son établi. Holmes le salua poliment en italien, et le visage de l'artisan s'illumina. Après quelques mots échangés, Holmes se tourna vers moi. « Vous vous souvenez d'une visiteuse, une dame anglaise, il y a 2 matins. Elle a demandé un violon particulier fabriqué pour M. Bellini. Il n'était pas là. Elle a laissé un paquet, scellé dans du papier brun, qui devait être récupéré par le maître en personne. »« A-t-il été récupéré ?» demandai-je. L'artisan secoua la tête. « Pas encore. Il devrait venir aujourd'hui. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Alors attendons. » Les heures passèrent. L'atelier se remplit de l'odeur de la peinture et du léger craquement du bois qui séchait. Enfin, la porte s'ouvrit. Un homme grand, étranger, pâle, entra. Un étui à violon sous le bras. Ses yeux scrutèrent la pièce, puis se fixèrent sur Holmes. « Vous n'êtes pas Rossi, dit-il à voix basse. « Non, répondit Holmes. « Et vous n'êtes pas Bellini non plus, je suppose. Ce nom appartient à un homme mort depuis longtemps à Florence. Vous l'avez emprunté pour plus de commodité. » La main de l'homme se crispa sur l'étui. « Qui êtes-vous » ? « Quelqu'un qui n'aime pas les fausses notes, dit Holmes d'un ton calme. « Lady Whitcomb vous attendait, n'est-ce pas ? Le paquet sur cette table est à vous. Ouvrez-le. » L'inconnu hésita, puis brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait une feuille pliée et un petit objet enveloppé dans de la soie. Il le déballait lentement. Un médaillon dont le verre était fissuré. À l'intérieur se trouvait une photographie de Lady Whitcomb. Son visage pâlit. Elle avait promis de venir. Et pourtant, elle ne l'a pas fait, dit Holmes d'une voix douce. Dites-moi ce qui s'est passé entre vous. L'homme haleta. Elle avait peur de son mari. Je lui avais juré que je l'emmènerais loin. Elle m'avait fait dire qu'elle arriverait à 9h30. J'ai attendu à la porte, mais elle n'est jamais venue. Seul le silence régnait. L'horloge au-dessus du comptoir de Rossi sonna l'heure. La vibration fit trembler le plancher en bois.
Le visage de Holmes s'assombrit. « Vous êtes donc arrivé à la porte, monsieur, pour ne pas la trouver, mais pour rencontrer quelqu'un d'autre qui l'a empêché de parler. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent d'horreur. Le dernier coup s'évanouit en un son subtil qui semblait résonner à l'intérieur du médaillon lui-même. Holmes le referma délicatement et le posa. « Watson, dit-il, nous retournerons à Whitcomb Hall ce soir. Le vrai spectacle n'a pas encore commencé. » Le son de la cloche du laboratoire nous suivit dans la rue, une seule note résonnante qui refusait de s'éteindre. Le voyage de retour à Whitcomb Hall se déroula dans un silence presque total. Holmes était assis en face de moi dans le compartiment faiblement éclairé, le bruit rythmique des roues accompagnant sombrement ses pensées. Entre ses doigts, le médaillon tournait lentement, capturant le peu de lumière que l'après-midi accordait. Chaque clic métallique lorsqu'il tournait devenait un souvenir de l'horloge arrêtée, un rythme interrompu, une vie suspendue. « Watson, dit-il enfin, remarquez comment l'absence devient une forme de preuve. La fuite de Lady Whitcomb avait été organisée, mais le signal qui aurait dû la libérer a plutôt marqué sa fin. Le silence que Bellini a entendu n'était pas de la négligence, mais un déni. « Pensez-vous qu'elle soit morte ?» demandai-je à voix basse. Les yeux de Holmes rencontrèrent les miens. « Je crois que la vérité est silencieuse parce que quelqu'un a fait en sorte qu'elle le reste. » Les roues heurtèrent un joint de rail dans un cliquetis soudain. L'écho resta suspendu entre nous, comme une corde jouée qui refuse de s'éteindre. La main de Holmes se referma sur le médaillon. Chaque vibration ramène à la montre. Elle s'est arrêtée au moment de sa disparition, non par hasard, mais par orchestration. La question, mon cher Watson, est de savoir qui l'a arrêtée. Nous arrivâmes dans le hall à la tombée de la nuit. Sir Alaric nous attendait à la porte, pâle et tendu. « Il y a du nouveau, dit-il. Un agent de police de Chichester est arrivé il y a 1 heure. Ils ont trouvé sa casquette près du sentier qui longe la rivière, déchirée et trempée. Dieu m'aide, Holmes, ils pensent qu'elle s'est noyée. » Holmes baissa gravement la tête. « Alors nous devons suivre l'imagination de l'agent jusqu'au point où elle nous dépasse. » Sir Alaric semblait déconcerté. « Vous ne le croyez pas ? La noyade laisse le silence, oui, mais aussi des preuves. Quand il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est une supercherie. » Nous le suivîmes à l'intérieur. L'horloge de la salle sonna le quart d'heure avec un son étrangement irrégulier, comme si une cloche s'était légèrement déplacée de son support. Holmes s'arrêta à mi-chemin, tendant l'oreille. « La note est fausse, murmura-t-il. Quelqu'un l'a altérée depuis ce matin. » Il me fit signe d'attendre, puis s'approcha de l'horloge et retira le couvercle en laiton du pendule. On entendit un léger tintement lorsqu'une petite enveloppe glissa de l'intérieur et tomba sur le sol brillant. Sir Alaric resta sans voix. « Je jure que je n'ai jamais vu... » Holmes le fit taire d'un regard. Il ouvrit la lettre dont le contenu était écrit d'une écriture précise et précipitée. « Rendez-vous à la porte lorsque l'horloge s'arrêtera. N'apportez que la vérité. Signé. Elle. »« Elle, répétai-je. Lady Whitcomb en personne ?» Holmes acquiesça lentement. L'écriture correspond à celle de l'inscription sur son médaillon. C'est elle qui a organisé la rencontre, mais la lettre n'est jamais parvenue à son destinataire. Elle a été interceptée, cachée et remplacée à l'intérieur de l'horloge dont le silence est devenu sa tombe. La voix de Sir Alaric tremblait. Alors quelqu'un dans cette maison... Exactement. Holmes remit l'enveloppe à sa place. Et cette personne a compté sur notre confiance dans la régularité du temps pour cacher son crime à l'intérieur de son mécanisme. À la demande de Holmes, les domestiques se réunirent dans le salon. La gouvernante, le majordome et le jardinier, Pritchard. Leurs visages exprimaient divers degrés d'inquiétude. Holmes s'arrêta devant la cheminée, où l'horloge tic-taquait à nouveau régulièrement, son battement mesuré par le souffle de chaque auditeur. « Chacun d'entre vous, commença-t-il, a entendu l'horloge s'arrêter à 9h30. Chacun d'entre vous a également entendu qu'elle n'a recommencé à fonctionner que lorsque j'ai réglé ses rouages. Mais l'un d'entre vous savait que ce silence n'était pas une panne, mais un signal. La gouvernante protesta la première. « Je suis au service de la famille depuis 20 ans, monsieur. Je ne ferai jamais de mal à ma maîtresse. » Holmes inclina poliment la tête. « Alors vous n'avez rien à craindre ?» Il se tourna vers Pritchard. « Ce matin-là, vous avez huilé le portail sud. Pour qui ?» Les yeux du jardinier brillèrent. « Pour personne, monsieur. Je... » Holmes l'interrompit. « Vous mentez mal quand vous êtes fatigué. La peinture sous vos ongles n'est pas de l'huile de banc, mais du vernis à violon, le même composé que celui utilisé par M. Bellini. Vous étiez son coursier, pas son jardinier. »
Un murmure se répandit dans la pièce. La main de Pritchard se crispa sur sa casquette. Il me payait pour livrer des messages. C'est tout. Il voulait sa liberté. Monsieur, je l'aidais simplement avec ses lettres. La voix de Holmes s'adoucit. Alors qu'il a découvert ? Je ne sais pas, murmura l'homme. Peut-être le majordome. Peut-être Sir Alaric lui-même. Le regard de Holmes s'aiguisa. Non, le majordome n'en a pas eu l'occasion et la peur de Sir Alaric est sincère. Mais vous, Pritchard, vous avez apporté le billet. Vous avez huilé le portail et vous êtes revenu. Quand elle est venue rencontrer son sauveur, elle a trouvé à la place la main qui a arrêté son horloge. Le visage de l'homme pâlit. Non, je ne l'ai jamais touchée. Je le jure. Holmes s'approcha. Alors où est-elle ? Un long silence. Puis, d'une voix faible, dans l'ancienne serre. Elle s'est évanouie quand je lui ai dit de ne pas y aller. Je voulais chercher de l'aide, mais elle s'est cognée la tête contre le socle en marbre. J'ai paniqué. Je pensais qu'elle était morte. Sir Alaric s'effondra sur une chaise, cachant son visage. Mon Dieu! Le ton de Holmes était grave mais mesuré. L'avez-vous cachée ? Dans la piscine sous le sol en verre, murmura Pritchard. Personne ne va jamais là-bas. Je voulais juste avoir le temps de réfléchir. Le pendule de l'horloge oscillait à un rythme parfait, marquant chaque mot avec une précision impitoyable. Alors nous allons réfléchir ensemble, dit Holmes calmement. Conduisez-nous là-bas. Une lanterne à la main, le jardinier nous guida à travers un passage étroit vers l'arrière du domaine. L'air devint humide, chargé d'une odeur de mousse et de peinture. On entendait un faible goutte à goutte, le motif désormais réduit à une triste percussion. Holmes se pencha près du bassin. La surface était immobile, noire comme un miroir. Avec le bout de son bâton, il la remua délicatement. Quelque chose de pâle bougea en dessous. Sir Alaric poussa un cri étouffé. Mais lorsque Holmes y plongea la main, il n'en retira pas de chair mais du tissu, une cape alourdie par des pierres. Entre ses plis brillait une petite boucle en or gravée des initiales de Lady Whitcomb. Le visage de Holmes s'assombrit. Pas de cadavre, juste un substitut. Quelqu'un voulait confirmer un mensonge. Pritchard recula. Alors, elle est vivante ? Holmes le fixa d'un regard impénétrable. Soit quelqu'un veut nous faire croire qu'elle était morte alors qu'elle ne l'est pas, soit il veut nous cacher qu'elle est vivante alors qu'elle l'est. Dans les deux cas, le silence persiste, et le dernier accord n'a pas encore été joué. Au-dessus, l'horloge de la salle sonna minuit. Le carillon résonna à travers la vitre de la véranda, jusqu'à ce qu'une plaque se fissure brusquement, brisant le reflet de notre lanterne en fragments de lumière vacillante. Le bruit de la vitre venait à peine de s'éteindre que Holmes était déjà agenouillé à côté du sol brisé, la lanterne tenue basse. La lumière vacillante se répandait sur le marbre humide comme des étoiles fragmentées. Sir Alaric s'appuya lourdement contre la structure en fer, la voix réduite à un murmure rauque. « Ce bruit ! Bon Dieu, Holmes, qu'est-ce que cela signifie ?» Holmes ne répondit pas. Son regard scruta le bord de la piscine, chaque reflet comparé au rythme de l'horloge qui continuait à sonner faiblement derrière nous. « Cela signifie, Sir Alaric, dit-il enfin, que Notre-Dame disparue exerce toujours son influence. Le son est désormais son langage. » Il frappa 2 fois sur le marbre avec le manche de sa canne, produisant 2 notes claires. Puis, après une pause, un autre écho plus faible suivit en provenance du dessous. Il se redressa brusquement. Un espace creux sous les fondations, probablement une chambre de maintenance autrefois utilisée pour les tuyaux de chauffage. « Watson, donnez-moi un coup de main. » Nous avons déplacé une section de panneaux pourris. Nous découvrîmes une étroite trappe scellée par des boulons rouillés. Holmes sortit son canif et en détacha un. Un souffle d'air vicié et métallique s'échappa. Le faible murmure de l'eau en dessous se confondit avec le tic-tac de l'horloge au loin, jusqu'à les rendre indiscernables. Sir Alaric sursauta. « Vous n'allez pas... » »« Tout à fait, » dit Holmes en se glissant à travers l'ouverture. « Nos réponses se trouvent là où le silence a commencé. » Je le suivis avec la lanterne. L'espace en dessous était étroit et clos, avec des briques couvertes de condensation. De l'obscurité provenait un goutte à goutte rythmique, constant et délibéré, comme si un métronome invisible marquait le temps pour les morts. Holmes s'accroupit, examinant le sol. « Regardez ici, Watson. La boue a été remuée récemment. Une trace mène vers cette grille en fer. Quelqu'un est entré dans cette pièce récemment, peut-être hier soir. » La lumière révéla une série d'empreintes, petites, délicates, mais avec une pression suffisamment profonde pour suggérer un poids réparti de manière inégale, comme celui d'une personne instable ou blessée. « Lady Whitcomb » murmurai-je.
Sans aucun doute féminine, dit Holmes, et récente. Le sol est encore humide sur les bords. Il toucha d'un doigt ganté un tuyau à proximité, où brillait une faible trace de peinture. Encore la même résine. Elle est venue ici seule. Mais pourquoi? Holmes baissa la voix. Peut-être pour se cacher, ou pour rencontrer la personne en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. Un faible cliquetis métallique résonna dans la pièce. Holmes s'arrêta, penchant la tête. « Vous avez entendu » ? Oui, on aurait dit un verrou. Il éteignit immédiatement la lanterne. L'obscurité nous enveloppa, totale, à l'exception du lent goutte à goutte qui rythmait nos respirations. Quelque part au-dessus de nous, nous entendîmes le grincement étouffé d'une porte et un seul pas qui descendait sur le marbre. Holmes murmura « Ne bougez pas ». Le pas de l'intrus s'avança sur le sol de la véranda, s'arrêta, puis, sans prévenir, un mince rayon de lumière pénétra à travers le verre brisé, illuminant la pièce. Il s'attarda un instant à la surface de la flaque, puis glissa vers la trappe où nous étions accroupis. La main de Holmes agrippa ma manche. « Ne bouge pas, laisse le son parler. » Le rayon s'attarda puis se retira. Nous entendîmes le faible bruit de la porte extérieure qui se refermait, le clic d'une serrure, puis à nouveau le silence. Seul le tic-tac régulier reprit, désormais étouffé, comme enveloppé dans un tissu. Holmes ralluma la lanterne. Son visage était pâle mais calme. Qui que ce soit, il a de nouveau trafiqué l'horloge au-dessus de nous. Il craignent ce qu'elle pourrait révéler. Il revint aux empreintes, les suivant jusqu'au mur opposé. Là, à moitié recouverte de saleté, se trouvait une vieille échelle de service menant à un petit panneau en bois. Holmes l'ouvrit. Les gonds grincèrent. De l'air froid entra. Nous nous retrouvâmes dans un couloir désaffecté derrière la salle de musique. La poussière recouvrait toutes les surfaces, sauf une. Sur le couvercle du piano, une série d'empreintes traçait un chemin diagonal vers la fenêtre. Holmes effleura légèrement les touches de sa main. Une note dissonante retentit, aigre et brève, puis s'éteignit dans le silence. Il sourit faiblement. Un écho parfait de la panne de l'horloge. Quelqu'un a essayé ici. La même main qui a arrêté le pendule a frappé ses touches pour mesurer la distance et le temps. Chaque son était un code entre amants ou conspirateurs. Je l'étudiais attentivement. « Tu penses qu'il y avait un message dans la séquence ?»« Sans aucun doute, dit-il. La musique était leur code. Le silence de 9h30 signifiait rendez-vous. La note fausse au-dessus reflète la trahison. » Il s'approcha de la fenêtre et examina le rebord. De la poussière remuée, mais aucune trace de pluie à l'intérieur. Quelqu'un l'a ouverte après l'orage. Regardez la légère rayure, du métal sur de la pierre. Ce serait l'agrafe de son manteau traîné vers l'extérieur. Je sentis un frisson me parcourir. Alors, elle s'est enfuie d'ici. Holmes se retourna. Ou elle a été traînée dehors contre son gré. Dans les deux cas, l'horloge a sonné plus que l'heure. Elle a sonné le meurtre. À ces mots, un frémissement sembla traverser l'air lui-même. L'horloge du hall sonna à nouveau, loin mais étrangement proche, chaque son plus long que la normale, comme si le mécanisme avait été ralenti. Holmes pencha la tête. Il est en train de la régler à nouveau, Watson, peut-être en ce moment même. Nous nous précipitâmes vers l'escalier central. À chaque palier, le son devenait plus clair, son battement irrégulier, haletant comme le cœur d'un homme blessé. Holmes fit signe de se taire, puis ouvrit la porte du salon. Pritchard était là, penché devant la cheminée, la main sur le cadran de l'horloge. Le boîtier en laiton était ouvert, les outils éparpillés partout. Holmes parla d'un ton calme. « Vous êtes en train de trafiquer l'horloge, monsieur Pritchard. » L'homme se retourna brusquement, effrayé, les yeux hagards. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Elle m'a dit de la faire fonctionner. Elle a dit que l'horloge ne devait plus jamais s'arrêter. » Holmes fit un pas en avant. « Alors, elle est vivante ?» Le jardinier hésita, puis céda. « Oui, elle est vivante. Je l'ai vue ce matin, le long du sentier qui longe la rivière. Mais elle a peur de vous tous. Elle a dit qu'elle préférerait disparaître pour toujours plutôt que d'affronter la vérité sur cette nuit-là. La voix rauque de Sir Alaric derrière nous. Où se trouve-t-elle maintenant ?» Les lèvres de Pritchard tremblèrent. « Dans les ruines de la chapelle, près du verger. Elle attend que la cloche sonne 1 heure. » Holmes referma le cadran de l'horloge d'un coup sec. « Alors, messieurs, nous ne devons pas faire attendre le temps. » L'horloge se remit à tic-tac, plus fort, plus vite, son battement nous poussant vers la révélation qui se cachait derrière le coup de l'heure suivante. Le tic-tac de la montre nous suivait à travers les couloirs comme une escorte invisible. Chaque pas suivait son rythme.
Chaque respiration était retenue entre 2 battements. Holmes marchait vite, son manteau flottant derrière lui, le visage pâle et illuminé par une lueur de détermination farouche. « Il est 1 heure, Watson, » dit-il. « Vous avez bien choisi le moment lorsque le son et le silence se rencontrent, au moment où l'heure sonne. » Sœur Alaric trébuchait derrière nous, partagée entre la terreur et l'incrédulité. « Vous voulez dire qu'elle est vraiment vivante, cachée tout ce temps dans mon domaine ?»« Vivante, oui, » répondit Holmes. « Mais si elle restera libre, je ne peux pas encore le dire. La peur engendre le secret, et le secret engendre le danger, conclus-je. » Il acquiesça d'un signe de tête, un sourire à peine esquissé au coin de sa bouche. « Vous avez bien écouté, Watson. » L'air nocturne était froid lorsque nous quittâmes le sentier de la serre et entrâmes dans le verger. La lumière de la lune filtrait à travers les branches en faisceaux argentés, et chaque mouvement du vent produisait un léger bruissement percussif, semblable au battement de tambour étouffé. Quelque part devant nous, le faible cliquetis du métal sur la pierre indiquait notre destination. Holmes leva la main. « Écoutez, le motif revient, du fer contre du fer. Elle est proche. » Nous avancions avec plus de prudence, nos bottes effleurant les fruits tombés qui roulaient avec de petits bruits sourds sur le sol. Puis la silhouette de la chapelle en ruine apparut. Le toit était à moitié effondré. Le clocher penchait comme une sentinelle fatiguée. À travers une arche brisée brillait la faible lumière d'une lanterne. Une silhouette était immobile à l'intérieur. « Lady Whitcomb » appela Holmes à voix basse. Elle se retourna. Même dans la pénombre, je reconnus le visage pâle de la miniature. Plus vieux, marqué par la terreur, mais indubitablement le sien. La lanterne tremblait dans sa main. La flamme vacillait comme un cœur en détresse. « Ne vous approchez pas, » murmura-t-elle. « Il est tout près. Il me suit en ce moment même. » Le ton de Holmes s'adoucit, sans toutefois perdre de son autorité. « Vous voulez dire Pritchard ?»« Non, quelqu'un de pire, celui qui l'a forcé à lui obéir. » Ses yeux se tournèrent tôt vers les ombres derrière nous. Il entend tout, les horloges, les cloches, même le bruissement du vent. Il a dit qu'il me trahirait si je parlais. Sœur Alaric fit un pas en avant, la voix brisée par l'émotion. « Margaret, c'est moi. Quoi qu'on ait fait, on peut l'annuler. Rentre à la maison. » Elle recula. « À la maison ? Dans la maison qui écoute ?» Holmes s'interposa entre eux, l'observant attentivement. « Vous parlez d'écouter... Expliquez-vous mieux. » Elle appuya une main sur sa tempe. Il a rempli la maison de fils. Des résonateurs cachés dans les murs, dans les horloges, dans le piano. Il a dit qu'il pouvait entendre mes pensées dans le tic-tac, mes mensonges dans le carillon. Quand j'ai essayé de m'enfuir, il a arrêté l'horloge. Il a dit qu'il arrêterait mon cœur si je lui désobéissais. Ces mots étaient fragmentaires, mais la terreur qui se cachait derrière eux était assez claire. Les yeux de Holmes s'enflammèrent. Et qui était cet homme ? Elle ouvrit la bouche, mais avant qu'elle n'ait pu répondre, un son déchira l'air, un faible bourdonnement descendant comme celui d'une corde vibrante. Il provenait de l'obscurité derrière la porte de la chapelle. Holmes sortit son pistolet. « Reculez, tout le monde !» Le bourdonnement s'intensifia jusqu'à devenir un rythme strident. Puis une voix, basse, tremblante, mais indéniablement humaine, répondit depuis l'ombre. « Vous avez rompu votre promesse, monsieur Holmes. Vous ne pouvez pas réparer ce qu'elle a détruit. » Le violoniste entra dans le champ de vision, le manteau déchiré et les yeux enfoncés par la fatigue. L'instrument pendait à ses côtés comme une arme. Bellini, ou l'homme qui portait son nom, ne regarda pas Holmes, mais la femme. « Elle m'a appelé, dit-il, puis elle m'a tourné le dos. J'ai attendu à la porte jusqu'à l'aube. Quand elle est revenue, elle m'a demandé de l'arrêter, d'arrêter ce son pour toujours. » La lanterne de Lady Whitcomb trembla violemment. « Je t'avais seulement demandé de lui faire peur. » Le regard de Bellini se durcit. « J'ai obéi à ce que je pensais être votre intention. » Le poison a agi rapidement. Un sanglot s'échappa de sa gorge. « Non, mon Dieu, non !» La voix de Holmes coupa court à l'agitation. « Vous avouez avoir tué un homme. Qui ?» Les mains de la violoniste tremblèrent sur l'archet. « Le jardinier, Pritchard. Il nous a suivis. Il a menacé de tout révéler. J'ai pensé... » « Vous avez pensé que le silence vous sauverait, » conclut Holmes d'un air sombre. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Sœur Alaric tituba en arrière, submergée par l'horreur. Alors, tout ce temps, sa disparition, la rivière, le manteau, tout cela n'était qu'une supercherie. « Pas une supercherie, » dit calmement Holmes, « un acte désespéré. Chaque son, chaque horloge arrêtée,
Chaque note de violon était sa demande de libération. Lady Whitcomb tomba à genoux. Je ne voulais pas la mort, je voulais seulement la paix. Holmes baissa son arme. La paix ne reviendra pas avec le silence, madame. Vous devez parler maintenant, ou cela vous consumera comme cela l'a consumé. Elle baissa la tête en pleurant. Vous avez enterré le corps près de la porte du verger, là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je ne supportais pas de le voir, alors je me suis caché dans la chapelle. Chaque nuit, le tic-tac revenait. Je pensais que c'était son fantôme. Le regard de Holmes s'adoucit. Le feu qui l'animait s'éteignit dans la mélancolie. Pas de fantôme, seulement la culpabilité qui résonne à travers le mécanisme du temps. Mais cela a servi son objectif. La vérité a frappé au bon moment. Il se tourna vers Bellini. « Vous allez vous livrer aux autorités. Je ferai en sorte que votre déclaration vous préserve de la potence. Mais ne faites pas de bruit cette nuit, monsieur. L'heure est déjà bien avancée. » L'homme baissa la tête, vaincu. Le violon glissa de ses mains et heurta le sol en pierre dans un clangour sourd. Une corde se brisa en deux. La note vibra dans l'air froid, s'évanouissant lentement, tristement. Un écho que ni la mort ni la confession ne pouvaient en faire taire complètement. Holmes regarda vers la tour. « Vous l'entendez, Watson ? La distorsion finale du motif, la vérité qui révèle sa propre harmonie. » J'acquiesçai, incapable de parler. La flamme de la lanterne s'éteignit, ne laissant que l'écho de cette corde cassée suspendue entre nous, mince et incertaine. La voix de Holmes, basse et ferme, rompit l'obscurité. « Venez, une question reste sans réponse. Qui a réglé l'horloge pour qu'elle sonne à l'heure du meurtre ?» À l'extérieur, le vent se leva soudainement dans les branches du verger, produisant un son métallique et délicat, comme si des fils invisibles à l'intérieur de la maison avaient commencé à vibrer en réponse. Le son métallique à travers le verger montait et descendait comme une marée murmurante, s'entremêlant entre les arbres, jusqu'à donner l'impression que la maison elle-même respirait. Holmes pencha la tête vers cette résonance invisible. « Vous l'entendez, Watson ? Le son n'est pas seulement transporté par le vent, il provient de l'intérieur des murs. Notre auditeur est toujours à l'écoute. » Le visage de Sir Alaric pâlit. « Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un d'autre ? Quelqu'un est encore à l'intérieur ?» Le regard de Holmes ne quittait pas les pignons sombres au-delà du verger. « Pas seulement à l'intérieur, Sir Alaric, mais en dessous. Vous avez dit tout à l'heure que votre père avait fait rénover le domaine avec des conduites électriques pour le chauffage et les communications. Dites-moi, qui a supervisé ces travaux ?» Le baronnet hésita. « Une entreprise londonienne, Tain et Ollier. Le chef d'équipe était M. Ollier en personne. Il a vécu ici plusieurs mois pour superviser l'installation. Il est parti ? Oui, il y a des années. Pourquoi ? » Holmes pinça les lèvres. « Parce que les résonateurs décrits par votre femme n'ont pu être installés que lors de cette rénovation. Il n'a pas seulement installé des câbles, il a construit un instrument, et quelqu'un en joue. » La voix de Lady Whitcomb tremblait. « Alors ce n'était pas mon imagination. La maison m'a vraiment écouté. » Holmes se tourna brusquement vers elle. « Elle vous a écouté parce qu'il le voulait. Vous avez dit que le son des horloges avait changé après son départ. Il est resté assez proche pour pouvoir les contrôler, peut-être grâce à une connexion cachée. La résonance que nous entendons maintenant prouve que le courant est à nouveau actif. » Sir Alaric s'agrippa à la porte pour garder son équilibre. « Alors, Ollier est ici, dans ma propriété. » Les yeux de Holmes brillèrent. Il n'est jamais parti. Cette vibration sous le verger est sa signature. Il se tourna vers moi. « Watson, prenez votre arme. Retournons à la maison. L'heure de pointe ne nous trouvera pas les bras croisés. » Nous avancions rapidement à travers le verger, nos bottes battant la mesure sur le sol dur, se fondant dans le bourdonnement vacillant qui nous entourait. À chaque pas, la vibration devenait plus claire, plus délibérée, une impulsion semblable à un vaste pendule caché. Holmes s'arrêta devant la serre. Remarquez comment le son atteint son apogée ici. Sous ses fondations se trouve la chambre de maintenance que nous avons explorée tout à l'heure. Il s'est niché à l'intérieur de son propre mécanisme. Il redescendit par la trappe, les lanternes baissées. L'air vibrait d'un frémissement audible. Chaque tuyau et chaque poutre semblaient trembler sous une fréquence cachée. Puis, distincte de tout le reste, vint une expiration humaine, faible mais indubitable. Le murmure de Holmes était un fil d'acier. Le voilà. Un panneau au fond tremblait comme s'il respirait. Holmes s'approcha, colla son oreille contre le panneau, puis frappa 2 fois rapidement. Le même rythme lui répondit de l'autre côté. « Watson, dit-il, soyez auprès. » Il poussa le panneau avec son épaule. Le bois se fendit,
révélant un compartiment étroit recouvert de câbles en cuivre. Au centre, un homme était assis, penché sur une console de cadran et de diapason qui vibrait délicatement sous ses doigts. « Monsieur Ollier, je présume, » dit Holmes d'un ton calme. L'homme se retourna, clignant des yeux dans l'obscurité. Son visage était pâle, sa peau tendue par son long emprisonnement. « Vous n'auriez pas dû venir, murmura-t-il. La musique est incomplète. »« La musique, répéta Holmes. Vous parlez comme si la maison elle-même était votre orchestre. »« Elle l'est, répondit Ollier d'une voix révérencieuse. Chaque poutre porte une note, chaque tuyau un son. Lady Whitcomb était mon harmonie. Je pouvais entendre ses pensées à travers les vibrations, la peur, la douleur, l'amour. Mais ensuite, elle a imposé le silence et mon travail a été réduit à néant. Le ton de Holmes se durcit. Vous l'avez réduite au silence. Vous avez créé la terreur, pas l'harmonie. Les yeux de Ollier brillèrent. Je voulais seulement perfectionner la résonance, rendre les émotions humaines audibles. Mais elle cachait sa voix derrière la tromperie. J'ai arrêté l'horloge pour pouvoir isoler sa fréquence. Sir Alaric fit un pas en avant, la terreur déformant ses traits. Tu as espionné ma femme, tu l'as rendue prisonnière de ta folie. Ollier sourit faiblement. Prisonnière ? Non, elle était le seul instrument qui donnait vie à cette maison. Sans elle, elle meurt. Holmes leva la main. Assez. Vous allez éteindre cet appareil. L'homme secoua lentement la tête. Vous ne pouvez pas l'arrêter maintenant. Il est autonome. La vibration traverse toute la structure. Lorsque l'heure suivante sonnera, les harmoniques augmenteront jusqu'à ce que la maison elle-même chante. Puis le son s'arrêtera. Le son s'arrêtera, répétai-je. L'expression de Ollier devint extatique. Oui, il s'effondrera dans le silence, un silence parfait, le genre de silence qui efface toute imperfection. La voix de Holmes se fit glaciale. En d'autres termes, la destruction. L'homme rit doucement. C'est ainsi que vous l'appelez ? Moi, j'appelle cela la paix. Holmes agit rapidement, tournant un bouton sur son boîtier. Le bourdonnement vacilla. Watson, le conducteur central, là, près de son coude. Coupez-le. Je le frappai avec la crosse de mon pistolet. Des étincelles sifflantes embaumèrent la pièce d'une odeur de métal brûlé. La vibration s'intensifia, hurlant à travers les tuyaux au-dessus de nous comme un vent tourmenté. Ollier se précipita en avant en criant « Non, vous allez tuer sa voix !» Holmes lui saisit le bras. « Elle n'a pas besoin de votre invention pour dire la vérité, monsieur. » La machine eut un sursaut convulsif. L'une des bobines de cuivre se brisa, rebondissant comme un serpent. Ollier se libéra et attrapa une clé à molette sur le sol, la brandissant sauvagement. Holmes se baissa sur le côté et le coup frappa la console à la place. Un son retentissant résonna, une note unique et prolongée qui semblait secouer l'air lui-même. Lady Whitcomb cria d'en haut, sa voix résonnant à travers la trappe. « Holmes, qu'avez-vous fait ?» Il répondit en criant. « J'ai fait taire l'écouteur. » Mais la vibration ne cessa pas. Au contraire, elle s'intensifia, résonnant entre les poutres avec une intensité terrible. Holmes plissa les yeux. Le courant alimente les autres horloges. Il les a transformées en amplificateurs. Si l'une sonne, elles sonneront toutes. Je sentis le sol trembler sous mes pieds, l'air s'alourdir de sons invisibles. Ollier tomba à genoux, se serrant la tête, un étrange sourire figé sur les lèvres. Maintenant, tu l'entends, n'est-ce pas ? La perfection du silence qui approche. Holmes arracha une autre bobine, interrompant le circuit. Le bourdonnement vacilla, hésita, puis tomba dans un silence soudain et inquiétant. Pendant un instant, rien. Pas de tic-tac, pas d'écho, juste le sifflement des fils qui refroidissait. Holmes se redressa, la poitrine se soulevant au rythme de respiration contrôlée. La maison a cessé d'écouter. Puis, quelque part au-dessus de nous, la grande horloge de la salle sonna une fois, une seule fois, et la cloche unique résonna dans l'obscurité comme un dernier battement de cœur. Holmes se tourna vers moi, d'une voix à peine audible. Ce n'était pas l'heure, Watson, c'était un avertissement. La vibration mourante flottait dans l'air, plus faible maintenant, mais toujours vivante, comme le souffle qui revient dans un corps que l'on croyait mort. L'écho de cette cloche solitaire semblait encore respirer dans la pièce, même si son son avait cessé depuis longtemps. Holmes resta immobile, le regard fixé sur les fils tremblants au-dessus de nous. « Watson, dit-il, le courant n'est plus mécanique, il est devenu sympathique. Le son a réveillé sa résonance. Nous avons fait taire la machine de Ollier, mais le reste de la maison se souvient. » Sir Alaric s'agrippa au mur. « Vous voulez dire qu'elle est... vivante ?»
Vivante au même titre qu'un violon est vivant lorsqu'il est accordé, répondit Holmes. Elle répondra à la moindre impulsion. Cette cloche que nous avons entendue n'a pas été sonnée par un mécanisme d'horlogerie. C'est la maison elle-même qui a vibré. La voix de Lady Whitcomb retentit faiblement depuis les étages supérieurs. « Holmes, le sol tremble. Restez où vous êtes, lui cria-t-il. L'énergie doit être diffusée progressivement, sinon nous risquons l'effondrement. » Les lanternes vacillaient, leurs flammes se penchant sur le côté comme si elles étaient poussées par un vent invisible. Ollier était toujours agenouillé au milieu des bobines, marmonnant entre ses dents. « Tu l'as réveillé de la mauvaise manière. Tu as inversé l'harmonie. Il va nous punir. » Holmes se tourna brusquement vers lui. « Alors tu vas me dire où se trouve le résonateur central. Si nous le trouvons, nous pourrons faire taire complètement la maison. » L'homme leva les yeux au ciel. « Le cœur, c'est l'horloge. Tout a commencé là. » Holmes m'attrapa par le bras. « Dans le salon, Watson, dépêchez-vous. » Nous montâmes le couloir raide presque en courant. La vibration nous suivait comme un être vivant, pulsant à chaque marche. Sur le palier, les portraits cliquetaient dans leur cadre, les visages peints tremblant au rythme invisible. Quelque part au loin, le bruit de verre brisé se propageait dans le couloir. Lorsque nous avons fait irruption dans le salon, la grande horloge sur la cheminée était déjà en mouvement. Le pendule oscillait violemment d'un côté à l'autre, même si le boîtier restait fermé. Chaque impact produisait un grondement métallique qui résonnait à travers les planches du sol. Holmes traversa la pièce en 3 enjambements et ouvrit la porte vitrée. « Observez, Watson. Le mécanisme bouge, même si les poids sont immobiles. L'énergie provient des murs eux-mêmes. Que pouvons-nous faire ?» criai-je pour couvrir le bruit croissant. Il examina rapidement les engrenages. « Si je parviens à détacher la bobine de résonance que Ollier a cachée derrière la cloche. Ah, oui, la voilà. » Une secousse soudaine le fit tomber en arrière tandis qu'une étincelle jaillissait de la plaque de laiton. Je l'attrapai par les épaules, sentant le choc statique nous traverser tous les deux. « Holmes !» Il se stabilisa, les yeux enflammés. « Bien, maintenant je connais le conducteur. Il puise dans le réseau électrique sous le conservatoire. Si nous coupons cette alimentation... » Avant qu'il n'ait pu terminer, Ollier tituba à travers la porte, les yeux hagards et la tempe ensanglantée. « Vous allez la tuer !» cria-t-il. « La résonance passe à travers elle. Madame est son véhicule maintenant. » Lady Whitcomb, pâle mais résolue, apparut derrière lui. « Non, monsieur Ollier, vous avez confondu la peur et la musique pendant trop longtemps. » L'homme se tourna vers elle, désespéré. « Si l'horloge s'arrête complètement, elle arrachera le dernier écho de votre cœur. Vous ne parlerez plus jamais. » Holmes leva la main. « Baliverne, votre appareil peut imiter la vie, mais il ne peut pas la commander. Watson, tenez ce levier près de la plainte. Quand je vous ferai signe, tirez-le. » Lady Whitcomb croisa le regard de Holmes. « Et si vous vous trompiez ?» Le ton de Holmes s'adoucit. « Alors, au moins, vous aurez la paix. » Elle acquiesça une fois. « Alors, que cela s'achève. » La maison trembla. Toutes les horloges se mirent à sonner en désordre. Dans le hall, dans la cuisine, sur le palier, un orchestre fou du temps lui-même qui se rebellait. Le verre de la grande horloge vola en éclats vers l'extérieur, nous aspergeant d'éclats. Je saisis le levier. Holmes cria « Maintenant !» Je tirai. Un éclair de feu blanc illumina la pièce. Le son se transforma en un silence assourdissant, si soudain qu'il nous coupa le souffle. Pendant plusieurs secondes, rien ne bougea. Puis, lentement, le dernier morceau de verre glissa de la cheminée et se brisa sur le sol, dans un fragile et cristallin ping. La vibration avait disparu. Holmes se redressa, la poussière striant son manteau. « Voilà, Watson, l'heure qui ne devait pas sonner est passée. » Sir Alaric tomba à genoux à côté de sa femme. Elle tremblait, mais elle était vivante, et la couleur revenait lentement sur ses joues. « C'est fini ?» murmura-t-elle. Holmes regarda l'horloge cassée. La machine est détruite, mais les échos ne disparaissent pas, ils s'atténuent. Il pourrait encore y avoir des traces dans le câblage. Je recommande de retirer tous les dispositifs mécaniques de la maison. Ollier gémit depuis la porte. « Vous avez fait taire la beauté. Vous avez rendu le monde sourd. » Holmes le regarda froidement. « J'ai rétabli la raison, monsieur. La beauté n'a pas besoin de complices dans la folie. » L'homme s'effondra sur le sol, vaincu. Lady Whitcomb leva faiblement la tête. « J'entends encore quelque chose. Un son faible. » Holmes écouta. Au loin, peut-être au plus profond des murs, un murmure se fit entendre. 3 cliquetis faibles, constants, patients, provocateurs. Il soupira. L'écho du ressort principal. Il disparaîtra.
Sir Alaric regarda la pièce détruite. Et après, Holmes baissa la voix. Après, Sir Alaric, il n'y aura plus que la vérité. Et la vérité est le son le plus silencieux qui soit. Nous restâmes à l'écoute tandis que le dernier tic-tac retentissait, puis un autre, encore plus faible. Pour la première fois, je sentis que le silence avait un poids. Holmes toucha la montre cassée, l'air indéchiffrable. « Watson, vous pouvez noter dans vos notes que nous avons assisté à la forme la plus rare de crime, une tentative de meurtre par résonance. Pourtant, la véritable victime était le temps lui-même. Je ne trouvais pas les mots. La pièce sentait l'ozone et le cuivre brûlé. Lady Whitcomb pleurait silencieusement sur l'épaule de son mari, tandis que Ollier, ligoté et marmonnant, était emmené par le policier qui était arrivé trop tard pour entendre autre chose que l'écho mourant. Puis, juste au moment où Holmes se tournait vers la porte, un son faible rompit le silence. Un léger cliquetis irrégulier provenant de sous les planches du sol, comme un cœur qui recommençait à battre. Holmes s'arrêta, écoutant, les yeux mi-clos. « Vous l'entendez, Watson » j'acquiesçai, la gorge nouée. « Oui, ça vient d'en bas. » Il expira lentement. Alors la maison n'a pas fini son histoire. Holmes s'agenouilla, immédiatement, la paume de la main posée sur les planches et les yeux plissés pour mieux se concentrer. Le léger cliquetis continua, irrégulier mais persistant, comme s'il faisait écho au battement du cœur de la maison elle-même. « Voilà, dit-il à voix basse, sous la pierre de la cheminée. Ce n'est ni un mécanisme ni un écho. Quelqu'un ou quelque chose est resté. » Le visage de Sir Alaric pâlit. « Ce n'est pas encore l'œuvre de Ollier. Vous l'avez sûrement détruite. » Holmes secoua la tête. « Ollier a peut-être conçu la symphonie, mais quelqu'un d'autre en a composé la coda. Le battement est délibéré. C'est un signal, pas un spasme. » Je me penchai à ses côtés. Le rythme était curieux. 2 battements lents, une pause, puis 3 battements rapides. Les yeux de Holmes brillèrent. Un code, simple mais clair. La séquence de secours utilisée par les mineurs, vivant sous terre. Lady Whitcomb retint son souffle. « Mon Dieu, cela signifie-t-il que quelqu'un est piégé ?»« Piégé, oui, » dit Holmes, « mais pas pour longtemps. » Watson, ce tisonnier en fer, soulevait la planche lâche la plus proche du son. J'obéis. Le bois se fendit sous le levier, libérant un souffle d'air froid imprégné de poussière et d'une odeur métallique. Holmes glissa sa main à l'intérieur, cherchant avec ses doigts, puis en retira un morceau de tissu. Du lin déchiré, humide et légèrement taché de sang. Un cri sourd, faible mais indéniablement humain, s'éleva d'en dessous. « Aidez-moi » Sir Alaric tituba en arrière. « Bon Dieu, qui » La voix de Holmes était basse mais pressante. « Ce n'est pas un esprit, Sir Alaric. C'est de la chair et du souffle. Prenez un pied de biche dans le garde-manger, vite. » En quelques instants, nous avions élargi l'ouverture. Sous nos pieds s'ouvrait une cavité étroite, qui faisait peut-être autrefois partie de l'ancien conduit de chauffage. J'abaissai la lanterne, et sa lumière révéla un visage émacié qui regardait vers le haut, maigre, les yeux hagards, mais toujours vivant. « Pritchard !» m'écriai-je. Les lèvres du jardinier bougèrent silencieusement avant que les mots ne sortent. « Je n'ai jamais quitté la maison. » Holmes s'accroupit au-dessus de l'ouverture. « Il semble bien. Votre tombe était bien construite, monsieur. Vous pouvez remercier la précipitation de votre ravisseur d'avoir laissé suffisamment d'air pour survivre. » La voix de l'homme était rauque à cause de la soif. « Il m'a enfermé ici quand j'ai refusé de mentir. » Les yeux de Holmes se posèrent lourds sur l'horloge en ruine. « Encore Ollier ?» Pritchard secoua faiblement la tête. « Non, le maître, Sir Alaric. » Les mots tombèrent comme des coups de marteau. Lady Whitcomb eut un hoquet étouffé. « Alaric ? Non, c'est impossible. » Holmes se leva lentement. « Laissez-le parler. » Le jardinier toussa, respirant avec difficulté. « Il a découvert vos rencontres avec Bellini. Il pensait que vous vouliez le ruiner. Il m'a dit de dire qu'elle s'était enfuie. Quand j'ai refusé, il m'a frappé et m'a laissé ici. Ollier m'a trouvé plus tard, m'a nourri par les conduits d'aération et m'a maintenu en vie pour pouvoir écouter à travers moi. » Sir Alaric protesta d'un cri rauque. « Mensonge ! Cet homme délire !» Le regard de Holmes était fixe, impitoyable. Pourtant, son histoire explique beaucoup de choses que vous n'avez pas réussi à expliquer. Vous avez affirmé ne rien savoir de la lubrification du portail, mais l'huile provenait de votre atelier. Vous avez parlé du silence de l'horloge comme d'une découverte, et non d'une surprise. Vous avez dirigé cet orchestre de tromperie dès la première mesure, Sir Alaric. La main du baronnet se porta à sa tempe. Vous m'accusez... de quoi ?
de défendre mon honneur. Je vous accuse, dit Holmes, de meurtre par procuration. Vous avez porté le coup qui a tué votre domestique, le croyant mort, puis vous avez exploité la folie de Hollier pour dissimuler les preuves. Vous avez transformé votre science en alibi. Et lorsque les vibrations ont menacé de révéler votre culpabilité, vous avez laissé votre obsession grandir jusqu'à vous consumer tous les deux. Sir Alaric tremblait, la voix brisée. Je voulais qu'elle me craigne, pas qu'elle meure. Je voulais juste l'empêcher de partir. Lady Whitcomb fit un pas en avant, l'air vide et incrédule. Tu as construit une prison de son autour de moi, Alaric. Pendant toutes ces années, tu m'as fait croire que je devenais folle. Il tomba à genoux. Je t'aimais. Je voulais juste du silence, de la paix dans notre maison. La réponse de Holmes fut un murmure aussi tranchant que l'acier. Vous avez confondu contrôle et paix, monsieur. Le silence qui exige l'obéissance n'est pas l'harmonie, c'est la tyrannie. Il se tourna vers moi. Watson, occupez-vous de l'homme qui se trouve là-dessous. Avec précaution maintenant. Ses blessures sont graves. Je tirai Pritchard hors de la fente et l'allongeai sur le sol. Il agrippa faiblement la manche de Holmes. « Merci, monsieur. J'ai entendu les horloges s'arrêter. Je pensais que je mourrais avant elles. » Holmes acquiesça. « Vous vivrez assez longtemps pour les voir démantelés. » À ce moment-là, la grande horloge, jusque-là silencieuse, émit un faible tic-tac, si léger que nous ne l'aurions pas entendu si nous ne l'avions pas attendu. Holmes releva brusquement la tête. Pas d'alimentation, pas de mécanisme, et pourtant elle fait tic-tac. Lady Whitcomb murmura « Alors c'est vrai, écoutez encore. » Holmes posa une main sur le boîtier en laiton. « Non, madame, c'est un écho. Le son, une fois créé, ne disparaît pas. Il persiste dans la matière, faible mais persistant. Ce dernier tic-tac est la maison qui libère le souvenir qu'elle gardait, le fantôme d'un battement de cœur. » Sir Alaric cacha son visage dans ses mains. « Alors même les murs me condamnent. » L'expression de Holmes s'adoucit, touché par quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Ils ne condamnent pas, Sir Alaric, ils se souviennent. La différence réside dans la conscience. » Il fit signe au policier qui était revenu avec d'autres. « Emmenez-le avec délicatesse. La justice, comme le son, voyage loin et revient sous la même forme. » Tandis qu'ils emmenaient l'homme tremblant, Lady Whitcomb s'effondra près de l'horloge silencieuse, en suivant le contour du bout des doigts. « Cela s'arrêtera-t-il un jour, monsieur Holmes ?»« Avec le temps, répondit-il, quand la douleur aura épuisé son écho. » Nous restâmes debout ensemble dans le silence qui suivit, l'air chargé de non-dits. Un léger courant d'air s'échappait de la brèche dans le sol, emportant avec lui une vibration faible et mourante, ni tic-tac ni soupir, mais quelque chose à mi-chemin entre les deux. Holmes écouta, la tête penchée. « Vous l'entendez, Watson ? C'est la dernière résonance, la vérité qui s'apaise dans le silence. » J'acquiesçai, même si le son s'estompait pendant qu'il parlait, comme une bougie qui se réduit à sa dernière flamme. Puis, quelque part au fond de la structure, peut-être provenant d'un fil resté intact ou d'un pendule encore entier, un dernier son se fit entendre, une note solitaire, pure et soutenue, qui resta suspendue dans l'air avant de se dissoudre dans un silence parfait. Les yeux de Holmes se rencontrèrent sans les miens. « Lorsque cette note s'éteint, Watson, l'affaire est terminée. » Le silence qui suivit fut total. Holmes resta accroupi, les doigts posés légèrement sur la table brisée, comme s'il sentait un battement à travers les veines du bois. La faible vibration persistait, un frémissement délicat, ni mécanique ni naturel. « Ce n'est pas votre imagination, Watson, dit-il. Le son persiste, plus faible, certes, mais structuré. Quelqu'un a profité de ce silence pour parler à nouveau. » Lady Whitcomb se pencha en avant d'une voix à peine audible. Qui pourrait encore parler à travers cela ? Holmes ne leva pas les yeux. La maison elle-même, ou, plus précisément, les traces du son que Hollier a imprimées à l'intérieur. Chaque vibration est un souvenir rendu physique. Sir Alaric, ligoté mais toujours fier malgré sa ruine, émit un rire creux. Alors mes péchés ont eux aussi une voix désormais. Ils l'ont toujours eue, répondit calmement Holmes. Nous ne pouvions simplement pas les entendre tant que le bruit n'avait pas été éliminé. Le faible battement changea. 2 battements doux, puis une note plus longue et plus résonnante. Les yeux de Holmes s'aiguisèrent. « Vous le percevez, Watson ? Ce n'est pas un hasard. Il suit un rythme, ce n'est pas un écho. Un message. » Il acquiesça une fois. « Exactement. Le même schéma qui signalait « Je vis en dessous, mais à l'envers. » Une signature de conclusion peut-être, l'empreinte finale de Hollier. Il comprenait que son œuvre pourrait lui survivre,
et il a essayé de marquer sa fin. Lady Whitcomb frissonna. « Alors, la maison ne sera jamais tranquille. »« Au contraire, » dit Holmes en se levant. « Elle apprendra le silence comme une blessure apprend à guérir, lentement, douloureusement, à travers le souvenir. » Il s'approcha de l'horloge, dont le cadran brisé ne reflétait que la faible lumière de la lanterne. Cet appareil Watson était à la fois l'arme et le témoin. Son son a donné le coup d'envoi de la supercherie et doit maintenant clore l'affaire. Il décrocha le pendule du crochet, le tenant comme une relique. Observez la fissure le long de sa colonne vertébrale. Une fracture due au stress causée non pas par la force, mais par une résonance continue. La métaphore parfaite. Même le métal se brise lorsqu'il est contraint de marquer un temps faux. Sir Alaric baissa la tête. Et les hommes? Holmes le regarda froidement. Et les hommes? Dehors, les roues de la voiture du policier crissaient sur le gravier. Le son faible pénétrait dans la pièce, rythmé comme le battement spectral de l'horloge. Holmes se tourna vers Lady Whitcomb. « Je vous conseille de quitter cette maison pendant quelque temps, madame. La structure est peut-être sûre, mais les souvenirs restent attachés au bois et à la pierre. L'air frais est un compagnon plus clément. » Elle se leva en titubant. « Je partirai immédiatement. Mais dites-moi, monsieur Holmes, le temps effacera-t-il ce que vous avez entendu ?» Holmes hésita, puis dit doucement. « Le temps n'oublie que lorsque les vivants le permettent. » Ses yeux brillèrent. « Alors peut-être m'oublierez-vous. »« Pas vous, madame, dit-il. Seulement le silence qui vous liait. » Elle prit le bras de son mari tandis que les policiers l'emmenaient. Pendant un instant, son ombre passa sur l'horloge cassée, se confondant avec son reflet sombre. Deux silhouettes qui se déplaçaient à l'unisson, avant de se séparer pour toujours. Holmes resta à regarder jusqu'à ce que le dernier écho de la voiture disparaisse. Puis il se tourna vers moi. « Vous voyez, Watson, comme toute invention destinée à mesurer le temps, finit par révéler le caractère. Ollier a construit son appareil pour contrôler les vivants. Sir Alaric l'a utilisé pour cacher sa culpabilité. Tous deux ont découvert que le son, une fois libéré, ne peut être contenu. Je murmurai. Et Lady Whitcomb. Il marqua une pause. Elle était la mélodie qu'il cherchait à posséder. Mais la musique n'appartient qu'à l'air. Le vent soufflait à travers la fenêtre ouverte, effleurant l'horloge en ruine. Pendant un instant, le pendule, bien que détaché, oscilla légèrement dans la main de Holmes, comme s'il répondait à la brise. Il sourit sombrement. « Vous voyez, elle résiste encore au silence. Même les instruments aspirent à un but. Nous avons commencé à rassembler nos affaires. La pièce était jonchée de fragments de verre, de laiton et de souvenirs, chacun reflétant une partie de la vérité de cette nuit-là. En me baissant pour ramasser ma mallette, j'ai remarqué une petite enveloppe sous la pierre de la cheminée, à moitié recouverte de poussière. Holmes, encore un mot. Il le prit, inspecta le seau et l'ouvrit avec son canif. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, tachée par l'eau, mais lisible. Sur celle-ci, écrite de la même écriture délicate que « n'apporter que la vérité », se trouvaient 3 mots « il n'est pas parti ». L'expression de Holmes se durcit. Le spectacle final continue donc, mais Ollier est en détention. Qu'est-ce que cela peut signifier? Cela signifie, dit-il lentement, que le son, une fois créé, ne dépend pas nécessairement de sa source. Quelqu'un, ou quelque chose, a appris à reproduire sa résonance. Un faible son métallique retentit derrière nous. Nous nous retournâmes ensemble. Le pendule, qui était immobile un instant auparavant, avait recommencé à osciller, lentement, délibérément, sans qu'aucune main ne le touche. Holmes le fixa, le visage impassible. « Des vibrations résiduelles ?» demandai-je. « Peut-être, » murmura-t-il. « Ou peut-être que la maison se souvient simplement comment respirer. » Il posa le pendule sur la cheminée, et pendant un instant, le mouvement cessa. Puis, du fond de la structure, un seul clic sourd retentit, le son caractéristique d'un verrou qui s'ouvrait quelque part sous nos pieds. Les yeux de Holmes se croisèrent les miens. « L'histoire, Watson, dit-il calmement, n'a pas encore choisi son dénouement final. » Le vent se leva à nouveau à travers la fenêtre brisée, et avec lui vint un son si grave et régulier qu'il aurait pu être la terre elle-même qui parlait, un bourdonnement final qui s'amplifia juste assez pour faire trembler l'air avant de s'évanouir dans l'obscurité. Le faible bourdonnement semblait appuyé contre les murs, une vibration trop profonde pour être entendue par l'oreille, mais perçue à travers la plante des pieds et l'air entre les mots. Holmes s'approcha de la cheminée avec le calme délibéré d'un homme qui affronte un vieil adversaire. « Watson, dit-il doucement, le cliquetis que nous avons entendu provenait du rez-de-chaussée, de la pièce même où Ollier a construit son dispositif.
Je soupçonne que le mécanisme que nous avons démantelé n'était qu'un élément d'un ensemble plus vaste. Vous voulez dire que toute la maison était accordée comme un instrument, conclut-il. Et maintenant, privée de son maître, elle joue toute seule. Le pendule sur la cheminée bougea une fois de plus, un seul mouvement qui fit voler la poussière. Holmes le souleva avec précaution, écoutant comme s'il murmurait contre sa paume. Remarquez la faible résonance métallique. Le tremblement est parfaitement aligné avec la vibration de la terre, à un cycle par seconde. La maison respire avec le sol en dessous. Ollier a dû enterrer un noyau résonnant dans les fondations. Une chambre souterraine? Exactement. Et ce dernier clic que nous avons entendu était son invitation. Je le suivis vers le passage de la véranda, chaque planche craquant en réponse à contre-cœur. Le motif sonore, autrefois sinistre, désormais étrangement mélancolique, nous guidait comme un battement dans les veines du manoir. Sous nos pas, la vibration s'intensifia, n'étant plus aléatoire mais rythmique, formant ce qui ne pouvait être décrit que comme l'articulation lente d'un mot « maison ». Holmes s'arrêta devant la porte brisée. « Vous entendez »« Oui » murmurai-je. « Comme la mer emprisonnée dans un coquillage. Une image pertinente, dit-il. Cette maison est devenue son propre écho. » Ils descendirent une fois de plus dans l'obscurité. L'air était maintenant chaud, agité par un mouvement invisible. Leur lanterne tremblait à chaque battement du pouce caché. Au bout du couloir, une nouvelle fente s'était ouverte. Une étroite ligne de lumière qui brillait le long de la base du mur. Holmes s'agenouilla à côté. Le loquet a déverrouillé un panneau. Il voulait qu'il ne s'ouvre que lorsque la résonance atteignait une tonalité précise. Il appuya sa main contre les briques. Celles-ci bougèrent en craquant doucement, jusqu'à ce qu'une partie du mur glisse sur le côté, révélant une pièce derrière, une sphère parfaite de fer et de verre, pas plus grande qu'un bureau. À l'intérieur, suspendu à de fins fils, se trouvait un objet cristallin qui pulsait d'une faible luminescence. Chaque battement émettait un son pur et presque mélancolique. Je murmurai « Mais qu'est-ce que… » L'expression de Holmes était celle d'un étonnement tempéré par la crainte. Le cœur du résonateur. Ollier a atteint ce qu'il appelait la perfection. Un moteur qui convertit les vibrations en lumière et la lumière en son. Autonome, conscient de lui-même grâce à la réflexion. Le son s'accéléra, percevant notre présence. La flamme de la lanterne vacilla, submergée par la lueur de la sphère. « Holmes, dis-je, s'il est vivant, il n'est pas vivant, murmura-t-il, mais conscient au sens mécanique, un miroir sans visage. Il se souvient de chaque son qui a jamais traversé son milieu. La voix de Lady Whitcomb, le tic-tac des horloges, même le dernier souffle de Ollier, tout est mémorisé ici. » Il s'approcha, les yeux fixés sur la lumière pulsante. Il répond aux stimuli auditifs. Voyons quelle vérité subsiste. Il parla clairement d'un ton ferme. « Je suis Sherlock Holmes. Qui t'a mis en marche la dernière fois ?» La lumière vacilla et, l'espace d'un instant, la pièce sembla respirer. Puis, faiblement, terriblement, un murmure vint de nulle part et de partout à la fois. C'était la voix de Ollier, fragmentée mais cohérente. Elle chantait. Holmes se raidit. « Lady Whitcomb ?»« Oui, » répondit la voix à travers les murs. Sa chanson a complété le circuit. Je l'ai construit pour elle. La musique a créé le silence. Puis une autre voix se fit entendre, la sienne. Pas dans la pièce, pas vivante, mais pourtant présente de la même manière. « Alaric, pardonne-moi. » Holmes recula, pâle. « Watson, la sphère reproduit un souvenir. Ce sont des harmoniques enregistrées. » Je restais figé, paralysé, tandis que les voix s'entremêlaient. Supplication et confession se superposaient en une mélodie fragile. Le son s'étendit jusqu'à remplir chaque surface. Chaque tonalité se transforma en ondulation de lumière visible. La voix de Holmes interrompit ma rêverie. Si cela continue ainsi, la chambre implosera. L'énergie sans limite s'effondre sur elle-même. Nous devons l'arrêter. Comment ? Il désigna les fils. Chaque corde correspond à une fréquence harmonique. Si nous introduisons une dissonance, une note trop humaine pour que le mécanisme puisse l'assimiler, nous le déstabiliserons. Il me regarda, avec un sourire presque imperceptible dans les yeux. Votre voix, Watson. Vous vous considériez autrefois comme un baryton. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Jamais à une fréquence critique. Il se mit à fredonner d'une voix grave et mesurée, scientifique mais étrangement mélancolique. Je le suivis, hésitant au début, puis avec plus de force. Les deux sons se fondirent, imparfaits, non entraînés, absolument humains.
Le cristal vibra plus rapidement, vacilla, puis commença à s'éteindre. Les harmoniques oscillèrent, la lumière vacilla comme un battement de cœur qui atteint son dernier battement. Un long soupir sembla traverser la pièce, comme si la maison elle-même soupirait. La lueur s'évanouit dans le néant. Le dernier son n'était ni mécanique ni spectral, mais organique. Le faible tassement du bois, le craquement fatigué d'une structure au repos. Holmes expira et s'essuya le front. Voilà, la maison a cessé de rêver. Je regardais autour de moi, entouré par le silence. Et que reste-t-il ? Seulement la résonance, dit-il calmement. Et la mémoire, même si les deux s'estompent avec le temps. Nous remontâmes par la trappe, laissant derrière nous la sphère obscure. L'air au-dessus de nous était étonnamment pur, comme si la maison respirait pour la première fois depuis des années. Holmes s'arrêta près de l'horloge en ruine, posant sa main sur son boîtier. « Voici votre note finale, Watson. Le silence dans sa forme la plus pure. Non pas l'absence, mais la paix. » Je demandai. « Et Lady Whitcomb ?»« Elle reconstruira ailleurs, dit-il. Une maison n'est hantée que tant que quelqu'un écoute. » Alors que nous entrions dans le hall, le vent nocturne s'engouffra une fois de plus par la fenêtre brisée, faisant bruisser le rideau comme un appel. Pendant un bref instant, il me sembla entendre un seul coup lointain, si faible qu'il pouvait être le fruit de mon imagination, marquant l'heure qui n'existait plus. Holmes se tourna vers le son, les yeux brillants dans la pénombre. « Même les conclusions, murmura-t-il, ont besoin d'un rythme. »